situation de l'ambiguïté et de la contradiction, le Brésil hésite entre le statut de pays sous-développé et celui de réelle puissance économique. À la faveur de son produit intérieur brut, le pays accède au 10e rang mondial, mais accumule le plus triste record en matière d'inflation, de dette extérieure et de conditions de vie de sa population. São Paulo, 4e ville du monde, est à l'image de cette ambivalence. Un gouffre d'inégalité sépare les extrêmes de sa population de 14 millions d'habitants. Pour ceux qu'elle enrichit, la cité se donne les couleurs d'un Eldorado. Mais lorsque les uns réclament travail et logement, une caste de privilégiés flambe, investit, construit et entretient le mythe de la prospérité. Plus loin encore, les autres restent en marge. 4 millions de démunis s'entassent dans les favelas de la périphérie. Les campagnes fournissent en permanence de nouveaux contingents. Ils sont chaque année 300 000 à envahir les avenues du centre, y cherchant la richesse qu'ils n'ont pas. Le vol et le pillage sont leur ultime recours. Récemment, une femme s'est levée pour prendre leur défense. Elle s'appelle Luisa Erundina et occupe la fonction de maire de cette ville. Une de ses premières mesures visait à réformer la fiscalité dans l'objectif de mieux répartir les richesses. L'opposition de droite est parvenue à faire échouer le projet. Loin de s'avouer vaincue, l'équipe d'Erundina révise les budgets, celui des transports, développant leurs capacités et accordant à chaque chômeur une carte donnant droit à 40 trajets gratuits. Celui de l'alimentation. Les crédits alimentaires ont été multipliés par 4. Les affamés des favelas se ruent sur les milliers de casse-croûtes et déjeuners qu'elle fait distribuer. Les enfants trouvent enfin à l'école de quoi pallier les carences alimentaires de la maison. Triplant le budget du logement, elle fait construire 4000 maisons pour les plus démunis. Reste un mal à l'origine de bien d'autres, l'analphabétisme. Déjà, dans les années 60, un homme, Paulo Freire, avait tenté de s'y attaquer. Cela lui avait valu, de la part de la dictature militaire, la prison, puis l'exil. Le retour du Brésil à la démocratie en 1985 lui a permis de reprendre son combat dans l'État de São Paulo. Une entreprise titanesque, puisqu'il s'agit de reconstruire les écoles d'un système éducatif délabré. Mais Paulo Freire est convaincu que les masses trouveront dans l'alphabétisation la solution à un grand nombre de leurs problèmes. Cette certitude lui donne la force de continuer. J'avais exactement 67 ans lorsque le maire élu, Madame Erundina, m'a proposé d'être son secrétaire à l'éducation. Pourquoi commencer par cela? Justement, pour souligner un fait qui n'est pas une pure coïncidence. Ce n'est qu'à 67 ans que j'ai eu la possibilité, d'abord d'être invité, et ensuite d'accepter cette invitation, à assumer une telle responsabilité. Jusqu'à présent, cela n'avait pas été le cas. J'avais occupé une fonction de responsabilité publique assez importante en 1963, lorsque j'avais coordonné le plan national d'alphabétisation. Mais il a fallu qu'une femme, comme Erundina, dans un parti comme le Parti des Travailleurs, il a fallu qu'elle arrive à la mairie d'une ville comme São Paulo pour que l'on m'invite, et une fois invité, pour que j'accepte. J'ai accepté cette offre pour diverses raisons.
D'abord, parce que je suis un militant de ce parti, un des fondateurs. Ensuite, j'avais une confiance absolue dans le sérieux d'Irundina. Et enfin, je trouvais à l'époque que j'avais une dette, non seulement vis-à-vis de mes amis, des gens qui me lisaient, qui m'étudiaient, me critiquaient, m'acceptaient, mais aussi vis-à-vis du peuple, qui ne me connaissait pas forcément. En arrivant au secrétariat de l'éducation de Sao Paulo, il y a presque 2 ans de cela, entouré d'une équipe de première qualité, j'ai eu la capacité et le bonheur, on n'est pas seulement capable, mais aussi heureux, d'organiser une équipe de travail. Notre première préoccupation était d'affronter les deux manques normaux de tout système d'éducation brésilien, à savoir le manque quantitatif et le manque qualitatif. Et quelle que soit la mairie, quel que soit l'État où l'on prend la responsabilité de diriger l'éducation, il faut savoir qu'il faudra affronter une situation de l'éducation quantitativement très réduite et qualitativement très mauvaise. Nous avons commencé en sachant qu'il n'était pas possible de régler une question puis l'autre. Nous avons essayé d'étudier et de régler ensemble ces deux problèmes. Le manque quantitatif signifie que le besoin d'école est supérieur à l'offre. Il y a une quantité énorme d'enfants en âge d'être scolarisés qui n'ont pas d'école. Un des volets de ce manque est précisément la détérioration physique des écoles. Au Brésil, ce mépris de la chose publique est quelque chose d'horrible. Pour vous en donner une idée, lorsque nous sommes arrivés à ce poste, parmi les 650 écoles existantes, 390 s'étaient détériorées et se détérioraient davantage. Nous avons dû obtenir des fonds pour restaurer ces écoles. Certaines d'entre elles ont pratiquement dû être reconstruites, ainsi que pour construire d'autres écoles. Voilà en ce qui concerne le manque quantitatif. Aujourd'hui, après maintenant 2 ans de travail, certaines écoles ont encore besoin d'être restaurées complètement. Paulo, pourriez-vous en quelques mots nous présenter les grandes étapes de votre vie en partant de votre vie d'enfant, d'adolescent, vos premières expériences professionnelles, ainsi que vos passages au Chili, en Europe et en Afrique? Je suis né il y a très longtemps, en 1921. À Recife, dans un quartier aujourd'hui trop proche du centre, mais autrefois un peu éloigné. Un quartier qui s'appelait Casa Amarela. Je suis né dans une famille de classe moyenne, ayant la possibilité de vivre relativement bien. C'est-à-dire qu'on mangeait bien, suffisamment, qu'on pouvait s'habiller, dormir, prendre un bain, bref, c'était une vie facile. Mais lorsque j'ai eu 8 ans, le Brésil a commencé à sentir les répercussions de la grande crise de 29, qui a énormément affecté le pays dans son ensemble, et ma famille plus particulièrement. Je dirais que mon enfance a été une enfance agréable, malgré les difficultés que j'ai commencé à connaître, avec l'aggravation de la crise à la maison,
Et c'est un moment pour lequel j'éprouve de la nostalgie parfois. A infância foi momento de que até eu tenho saudades às vezes. E vivemos, minha família e eu. Nous avons habité la maison où je suis né, à Recife, jusqu'à mes 11 ans, à peu près. À mes 11 ans, la situation de la famille a empiré avec l'aggravation de la crise générale. Piorou com o aprofundamento da crise geral. Mon père, qui était un officier de la police militaire, était réformé, bien que très jeune, et éloigné du service actif pour des raisons de santé. Il touchait donc une pension assez maigre. Et l'oncle, qui soutenait économiquement la famille, connut un désastre économique à cause de la crise mondiale. E então a família sai do Recife e faz uma incursão para uma pequena cidade que naquela época ficava longe. Notre famille quitta Recife et fit une incursion dans une petite ville qui était trop loin de Recife et qui aujourd'hui est une de ses banlieues. Elle se trouve à 18 km du centre de Recife, mais à l'époque, en 1932, quand nous avons déménagé, c'était une distance énorme. En 1932 environ, comme par magie, ma famille eut l'idée d'aller vers l'intérieur. Minha família pensou em interiorizar-se, quer dizer, deixar o Recife e ir pouco para dentro. Aujourd'hui, je le répète, c'est très proche. La toute petite ville où nous sommes allés vivre se trouve à 18 km de Recife. Ce départ fut magique, parce que le fait de quitter Recife n'a rien changé à notre monde financier et économique. Nous avons continué à vivre la crise, à connaître des difficultés qui ont continué à s'aggraver dans cette petite ville qui s'appelait Jobatao. A deficiência financeira nossa e econômica, quer dizer, nós continuamos na crise com dificuldades que iriam agravar-se. Exatamente nessa cidade pequena chamada Jaboatão. Mas é interessante, eu acho que aí... Mais c'est intéressant, je crois que c'est là que commence une deuxième époque de mon enfance, qui a été marquante. La première époque, et c'est vrai pour nous tous, pas seulement pour moi, a été l'accouchement. La première expérience d'exil dont nous souffrons tous est précisément quand nous sortons de l'utérus maternel. C'est le premier grand exil vécu par l'être humain. Que nós todos sofremos é exatamente quando saímos do útero materno. Quer dizer, esse é o primeiro grande exílio que o ser humano vive. Mas o segundo exílio meu foi esse, interessante. Mon second exil a été celui-là, lorsque j'ai quitté la maison où je suis né, le jardin où je jouais, les arbres qui étaient presque des gens, Maria, Antonia, les premières parties de football avec des gamins comme moi, mes voisins. Lorsque j'ai quitté l'école primaire où j'ai eu mes premières leçons, lorsque j'ai quitté ce premier monde où j'ai commencé d'être, pour aller dans un monde différent, celui de la petite ville de Jobatao. Foi deixar a escola onde eu aprendi as primeiras lições da escola primária, deixar, afinal de contas, esse primeiro mundo em que eu comecei a ser e ir para um mundo diferente, que era exatamente a pequena cidade de Jaboatão. Esse segundo exílio, essa segunda expérience Cette deuxième expérience d'exil a été un traumatisme, d'un certain point de vue, et un défi d'un autre point de vue. Lorsque je quitte le grand jardin de la maison où je suis né et vais dans une autre ville, j'élargis mon monde. Autrement dit, auparavant le monde c'était le jardin de la maison où je suis né, et à Jobatao, petit à petit, ce monde a augmenté, il s'est étendu au voisinage de la maison, de la rue où j'habitais. As vizinhanças do terreno, do sítio onde, não sítio, digo,
da casa, da rua onde eu morava, e se estendendo aos pequenos Il s'est élargi aux petites usines à sucre des environs, où j'allais boire du jus de canne à sucre, manger du miel. Les amitiés nouées alors furent différentes des premières amitiés de Casa Amarela. C'est à Jaboatão que j'ai eu les premiers contacts avec les gamins populaires, fils de travailleurs urbains, ruraux. Com os meninos filhos de trabalhadores e filhos de trabalhadores urbanos e de trabalhadores rurais. Jaboatão foi Jaboatão fut le premier contexte dans lequel, sans en avoir conscience, j'ai eu mes premières expériences de classe sociale. Em que eu tive as primeiras experiências de classe social. Quer dizer, eu tive muito mais privilégios, apesar J'ai eu beaucoup plus de privilèges, malgré la situation difficile que mes camarades, fils d'ouvriers à l'usine, fils de paysans. Mais plus tard, au cours de ma jeunesse, cette première expérience m'est revenue à l'esprit. Bien des années plus tard, lorsque j'ai travaillé pour une organisation privée qui offrait une assistance aux travailleurs urbains, j'ai retrouvé la classe ouvrière. Que dava assistência a operários urbanos, eu me reencontrei com a classe trabalhadora. Não? Então, o reencontro na minha mocidade, ces retrouvailles au cours de ma jeunesse avec les ouvriers qui m'ont beaucoup appris me rappelaient mes premières rencontres avec les gamins, enfants de travailleurs ruraux et urbains. Donc mon enfance traverse une certaine période qui me semble d'une très grande importance pour la compréhension des différences de classe, que j'ai pu saisir par la suite de façon plus claire, plus nette, et également pour un certain engagement politique, social, pour la transformation du monde en une société moins injuste. Cet engagement, je l'ai pris pendant mon enfance. C'est intéressant à observer. Mon engagement pour une société moins mauvaise que celle-ci a été pris de manière affective, passionnelle, mais alors que j'étais enfant. É interessante observar isso. O meu compromisso por uma sociedade menos ruim do que essa que está aí é compromisso que eu assumi quase emocionalmente, apaixonadamente, mas como criança. Quer dizer, não foi compromisso que eu assumi homem depois de ter lido Marx. Cela n'a pas eu lieu à l'âge d'homme, après avoir lu Marx. Non, je ne savais même pas qu'il existait quelqu'un d'aussi formidable, appelé Marx. Je connaissais pas très bien, mais avec affection, quelqu'un d'aussi formidable, qui s'appelait Jésus-Christ. Mon expérience de nature religieuse dans ma famille m'avait déjà fait connaître Christ. Mais j'ai adhéré à la raison, la cause du combat, alors que j'étais gamin. Et c'est un engagement que je n'ai jamais renié, laissé oublier tout au long de ma vie. Eu não deixei desaparecer de mim, que eu não deixei romper-se ao longo da minha vida. Outro aspecto que seria interessante salientar nesse Il y a un autre aspect qu'il convient de souligner. À ce moment de ma vie, avec les difficultés d'apprentissage, par exemple, que j'ai connues, c'est que je ne mangeais pas très bien et que de plus, l'école où j'allais n'était pas très bonne, avec des manques, une maîtresse qui n'était pas très compétente. Uma professora não lá muito competente. E eu tive então uma escola Ma scolarité primaire n'a donc pas été très bonne. E não muito boa. Minha mãe, viúva, com uma Ma mère, dificuldade qui était veuve, enorme de sobrevivência, avait des difficultés énormes pour survivre. La situation de la famille avait empiré et malgré mon goût pour les études, je n'avais pas la possibilité d'étudier. Jusqu'au jour où ma mère, frappant à la porte de toutes les écoles de Recife, avec des réponses négatives, a fini par s'adresser à une école dont le directeur, que j'admire encore aujourd'hui,
pour qui j'avais beaucoup d'affection et à la mémoire duquel je rends hommage, a reçu ma mère et m'a accordé une bourse d'études. A mim uma bolsa de estudos. Então eu estudei o ginásio inteiro, depois o pré-universitário. Ainsi, j'ai fait tout le collège, puis le cours pré-universitaire dans son établissement, le Oswaldo Cruz, qui était sans doute une des meilleures expériences pédagogiques des années 30-40. J'ai fini là mon cours pré-universitaire, et puis je suis devenu à mon tour professeur. E me tornei também professor. Mas foi na juventude, dentro do Serviço Social da Indústria. Ce fut au cours de ma jeunesse, au CESI, Service Social de l'Industrie, en travaillant avec les ouvriers, en dirigeant un secteur de l'éducation, puis en prenant la direction générale du CESI, en cherchant des voies démocratiques pour dépasser le côté assistance qui caractérisait la pratique sociale, politique, pédagogique du CESI. Foi isso tudo que deu a mim o tempo e as condições. C'est là que j'ai eu le temps et les conditions d'expérimenter, de chercher, de tester, ce qui par la suite a été appelé la méthode Paulo Freire. C'est là qu'elle est née. Ce sont là mes premières expériences en discutant avec les parents d'élèves, les professeurs, le quotidien de l'école. Discutindo com as professoras, a cotidianeidade da escola. Mas depois há outro momento muito importante que par la suite, il y a eu un autre moment très important qui s'inscrit dans le prolongement du CESI. Nos anos 60, a participação minha na criação. Dans les années 60, j'ai participé à la création d'un organisme d'éducation populaire que nous avons appelé Mouvement de culture populaire, à Recife, sous la direction à l'époque d'un jeune professeur intellectuel, Germano Coelho. Jovem professor intelectual que se chama Germano Coelho. Quer dizer, no governo de Miguel Arraes, governo ça se passait pendant le premier mandat de Miguel Arraes et son gouvernement progressiste, à la mairie de Recife. Nous avons donc créé ce mouvement de culture populaire avec des artistes, des intellectuels, des enseignants, des ouvriers. Ce mouvement croyait à la culture populaire. Nous croyions à l'éducation populaire. Et c'est dans ce mouvement que j'ai fait mes premières recherches sur la méthode d'alphabétisation. Tout en étant attaché au mouvement de culture populaire, je m'orientais vers l'université, où j'étais déjà professeur de philosophie et d'histoire de l'éducation. Et j'ai créé à l'université de Recife ce qu'on a appelé à l'époque le service d'extension culturelle de l'université. Je travaillais alors dans le mouvement de culture populaire. J'avais déjà quitté le CESI et dans l'université, à la tête du service d'extension culturelle. Mais c'est là que j'ai trouvé les fondements premiers de ce qu'on a appelé la méthode Paulo Freire d'alphabétisation des adultes. Après quelques expériences qui ont eu une répercussion nationale, j'ai été convié à coordonner une campagne nationale d'alphabétisation sous le gouvernement João Goulart en 1963. C'est un des moments de véritable importance de ma vie. Et cet moment a été précisément celui-ci, lorsque j'ai dirigé dans tout le pays une proposition d'alphabétisation des adultes. D'une certaine manière, ce que je fais actuellement à Sao Paulo est une version actuelle de ce que nous faisions en 1963. Nous travaillions beaucoup dans le cadre de conventions, pas autant qu'aujourd'hui à Sao Paulo,
mais c'est une réinvention du programme de 1963 et qui s'insère historiquement dans notre vécu d'aujourd'hui. É uma reinvenção do programa de 63, historicamente inserida no momento da gente hoje. Foi o golpe de Estado e eu não teria dúvida de dizer que survient alors le coup d'État et je n'hésite pas à dire qu'une des raisons de nature idéologique et politique du coup d'État a été précisément ce que le mouvement d'alphabétisation des adultes proposait et faisait dans le corps général d'une présence populaire. No corpo geral de uma presença popular no Brasil. Os anos 60 trouxeram uma presença das Les années 60 ont vu s'affirmer une présence des masses populaires, une présence parlante. Les masses se dressèrent et commencèrent à parler, à revendiquer, justement à cause de la concession faite au départ par le populisme, dans son ambiguïté. Car il n'y a pas de populisme sans les masses dans la rue. Não há populismo sem presença de massa nas ruas. Mais à partir du moment où le populisme concède un espace aux masses, elles occupent cet espace, indépendamment du populisme, et en revendiquant, elles apprennent à revendiquer, et un jour, il n'y a plus qu'une issue pour le populisme. Soit une transformation radicale démocratique de la société, soit un coup d'État. C'est la seule alternative à l'expérience populiste. Et hélas, au Brésil, c'est la deuxième issue qui a été choisie, comme en Argentine. Le coup d'État a lieu, il me marque personnellement, et aujourd'hui, je parlerai de Paulo Freire avant le coup d'État et de Paulo Freire après le coup d'État. Ce coup d'État m'a guéri d'une infinité de naïveté. Je suis devenu plus critique, plus radical. Personne ne traverse un coup d'État sans apprendre une infinité de choses. Le coup d'État m'expulse du Brésil. Il me fait connaître la prison. On me chasse de l'université. On me met à la retraite. À 41 ans, chose terrible. Puis je suis expulsé du pays. Je passe 16 ans hors du Brésil, dont 4 ans et demi au Chili. Voilà un autre moment décisif de ma vie, de ma formation intellectuelle. Le Chili m'a permis de me distancer de ma réalité géographique et temporelle. Au Chili, je me suis aperçu des erreurs que j'avais faites au Brésil. Donc, j'ai pu revoir notre situation. Et c'est là que j'ai entrepris, avec le plus d'ardeur, une théorisation de ce que je faisais jusqu'alors. Do que eu vinha fazendo antes. Então, o Chile, é no Chile que nasce a pedagogia do oprimido. C'est donc au Chili que naît la pédagogie de l'opprimé. J'écris La pédagogie de l'opprimé au Chili. C'est un livre qui fête aujourd'hui ses 20 ans de publication, de présence. Je l'ai écrit en 1968, mais il n'a été publié qu'en 1970. En tout cas, je crois qu'il est plus d'actualité aujourd'hui que lors de sa publication. C'est du moins mon impression. C'est peut-être simplement une impression d'auteur, mais c'est un livre qui exhale un certain amour de la liberté. Je crois que ce livre est un chant pour la liberté. Voilà ce que j'en pense. J'ai connu beaucoup de sociétés qui traversaient un processus de rénovation en Afrique, en Amérique centrale. J'ai vu de près le Nicaragua, la difficulté de reconstruire tout un système éducatif. Je l'ai vu au Nicaragua, à Grenade, dont le rêve a été par la suite détruit. Je l'ai constaté en Afrique. J'ai énormément appris de ces voyages dans le monde, jusqu'au moment de mon retour au Brésil, en 1980, où je me trouve do meu retorno ao Brasil em 80,
onde estou. Quer dizer, voltando ao Brasil, eu me fiz professor de novo. E foi um momento também de reaprender o Brasil. Une fois rentré, j'ai repris le métier de professeur. Et ce fut le moment de réapprendre le Brésil. J'ai passé quelques 3 ans à parcourir le pays tout entier, à discuter avec la jeunesse, à vivre de nouveau une expérience très agréable avec mon peuple, parlant ma langue. Pendant cette période, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup travaillé. Et en ce moment précis, avec Gadotti, un autre groupe important de camarades, de vieux amis, je fais une expérience qui est peut-être celle de l'achèvement de ma vie, de mon activité publique, de secrétaire à l'éducation de cette ville énorme qu'est Sao Paulo. Que é de ser secretário de educação dessa cidade enorme de São Paulo. Quer dizer, eu não creio que haja, inclusive. Je crois qu'il n'y a pas assez de temps pour parler de ce que représente, pas seulement pour moi, mais pour nous tous, d'avoir un peu de pouvoir, pas beaucoup, dans une structure de pouvoir nouvelle, démocratique, avec un gouvernement populaire, avec cette femme extraordinaire, cette nordestine, Luiza Erundina, démocratique par conviction, par formation, par option, par goût, et qui nous donne la possibilité d'une expérience démocratique de reconstruction de l'école publique. Nous travaillons en faveur d'une école publique populaire, une école qui ne cesserait pas d'aimer les enfants qui ne sont pas du peuple, parce qu'elle est publique et populaire. C'est une école ouverte, démocratique, qui croit à ce qu'elle doit faire, à l'idée qu'elle doit être une école gaie et heureuse. C'est ce que nous essayons de faire. É isso que a gente está tentando fazer, sobre que talvez a gente tenha tempo dia de falar. Centre d'alphabétisation de Vila Tremembé. Le soir, après le travail, des hommes et des femmes se retrouvent pour apprendre à lire et à écrire, souvent pour la première fois. Objet de leur débat, leurs problèmes quotidiens. Aujourd'hui, le transport à São Paulo. Chaque groupe choisit une personne pour présenter ce qu'il a trouvé de positif et de négatif dans la question du tarif zéro. Une personne par groupe peut le faire. S'il a trouvé des points négatifs, qu'il les présente et nous allons travailler là-dessus. S'il a trouvé des points positifs, c'est encore mieux. Dans votre groupe, qu'est-ce que vous avez trouvé de négatif? Bom, então cada grupo escolhe uma pessoa para estar conversando, para estar falando para a gente, tá? Então vamos ver um pouquinho no grupo de vocês o que saiu de negativo. Assim como vai ser tarifa zero, ninguém vai pagar, quer dizer que a gente... Si c'est gratuit, personne ne se souciera de faire le moindre effort. Même pour faire 100 mètres, personne ne voudra le faire à pied. Un des aspects positifs du tarif zéro pour moi, c'est que ceux qui ont plus paieront plus, ceux qui ont moins paieront moins, et ceux qui n'ont rien ne paieront rien. Jusqu'à présent, ce sont toujours les travailleurs qui ont payé le plus, tout le monde le sait. Et ça, c'est ce qui me semble positif. Maintenant, ceux qui ont plus paieront plus, ceux qui ont moins paieront moins, et ceux qui n'ont rien ne paieront rien, car de toute façon, ils n'ont rien. Então me parece que o ponto positivo é esse. É que quem tem mais vai pagar mais, quem tem menos vai pagar menos e quem não tem nada não vai pagar nada porque não tem. Sempre tem que conversar. Vai ser ótimo, se esse trabalhador não poder não pagar o ônibus, vai ser ótimo. Mas tem que ser fiscalizado.
Eu costumo dizer que isso aqui é pedaços, né? Mas como é que a gente fala mesmo de verdade? Lisons maintenant ces phrases. Discrédit du peuple. Depois vem uma outra frase que outro grupo colocou. Gratuit, c'est la confusion. De graça vira baderna, né? O outro grupo colocou ponto positivo. Le peuple devient paresseux. Todo mundo, gente. Vai ser acomodado, né? Acomodado. Tenta agora organizar aí a palavra. Essayons d'organiser ce mot. Vai mais pra lá um pouquinho. Serrez-vous un peu. Tá muito apertadinho. Nandina fica mais pra lá um pouquinho. Isso. Quantas vezes eu falo a palavra zero? Combien de syllabes dans le mot zéro? Quantas letras tem a palavra Deux. zero? Combien de lettres? Quatro. Quatre. Lesquelles? Só que nós vamos fazer o seguinte, como o pessoal está com um pouco de pressa, começar, porque aí depois a gente continua. O que eles querem dar? Você já considera? Vamos? Deus eu não jogo de barro, deu início à criação, fez o homem à sua imagem, o qual chamou de Abraão, ordenou tivesse a terra, terra tira Deus sustento. Em primeiro lugar, a minha posição é a de que a alfabetização, não apenas de adultos. D'abord, je pense que l'alphabétisation des adultes doit être un acte de création, un acte créateur, d'aventure, de connaissance, de risque, et non, au contraire, une expérience mécanique, de mémoire mécanique des syllabes, des lettres, des mots. E não, pelo contrário, uma experiência mecânica, de memória mecânica das sílabas, das letras, das palavras. Quer dizer, o alfabetizando, afinal, no meu entender... Ce qui veut dire qu'en fait, l'alphabétisant doit être, à mon sens, le sujet, et non pas l'objet, le sujet du montage de son apprentissage à lire et à écrire. De aprender a escrever e a ler. Segundo ponto.
Deuxièmement, l'alphabétisation, ou la lecture du mot, l'écriture du mot, est toujours précédée par la lecture du monde. Avant de lire le mot, bien avant, nous lisons le monde. Nous le lisons bien ou mal, naïvement ou plus critique. Nous comprenons le monde où nous nous trouvons. S'il en est bien ainsi, et il ne peut qu'en être ainsi, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture du mot nous renvoie toujours à la relecture du monde. Chaque fois que j'apprends à lire ou à écrire un mot, je fais nécessairement l'exercice de relire le monde. Et la relecture du monde peut signifier une meilleure lecture du monde ou de la réalité. Troisièmement, je dis premièrement, deuxièmement, troisièmement, ce n'est pas un ordre d'importance, c'est ce qui me vient à l'esprit. Si cela est vrai, alors le langage n'est pas un pur instrument de communication, le langage est en soi communication. Le langage est en soi connaissance. Je suis mon langage. Quatrièmement, le langage ne peut être compris en dehors de la notion de pouvoir, de la notion de politique aussi. Le langage est chargé, est imbibé d'idéologie et de politique. Le processus d'alphabétisation n'est pas comme passer un week-end à la plage. C'est un acte de décision politique. C'est un acte de courage. O conteúdo e o programa da alfabetização de adultos. Le contenu, le programme de l'alphabétisation de l'adulte doit partir du parler, de ce que j'appelle l'univers vocabulaire de l'alphabétisant, et non de l'alphabétiseur. C'est à partir de son discours, et non de mon discours, qu'ils doivent apprendre. Il part de sa situation, de sa culture, de son intelligence du monde et non de la mienne. La constitution programmatique du processus d'alphabétisation doit partir des régions populaires où le processus a lieu. Une autre dimension dont j'ai parlé dans ce processus créateur de connaissances, est la suivante. L'alphabétisant doit s'assumer dans la quête de la domination de son langage. Je suis convaincu que ce que je suis, ce que j'ai été comme éducateur, comme intellectuel, est directement lié à ma façon d'être là dans ma vie quotidienne. Je ne fais pas de distinction. De même que je me donne passionnément, amoureusement à mon métier d'éducateur, de même que je me consacre avec passion à l'écriture, dans ma bibliothèque, de même je reste ici le matin sur ma terrasse à regarder avec passion cette ville de Sao Paulo
au loin, calme, apparemment pacifique. Je regarde avec la même passion les fruits qui poussent sur cet arbre. J'aime aimer la vie. J'aime intensément, j'aime la nourriture, j'aime manger. Je dis même à mes amis que j'ai peur de ceux qui n'aiment pas manger. J'ai peur des gens qui mangent des pilules. Il y a un rapport pour moi indiscutable entre le goût pour la vie, pour la nourriture, la sensualité avec laquelle on aime les choses et la capacité de créer. Tout cela est lié. J'aime la beauté du monde, la beauté des gens. Je trouve que je n'ai pas le droit d'enlaidir davantage le monde. J'ai le devoir de prendre soin de ma santé, de mon corps, de ne pas prendre trop de ventre et offenser la beauté du monde. Para não deixar que fique barrigudo demais, para não ofender a beleza do mundo. Eu gosto da música J'aime popular, la musique populaire, eu gosto, la musique classique. eu gosto do teatro. J'aime le théâtre. Eu não sou Je ne suis spécialiste de rien, mais je suis ravi quand je lis un beau poème, un roman, une nouvelle, quand je vois une bonne pièce, quand j'entends une bonne chanson populaire. La musique me fascine. Quando ouço uma boa canção popular, a música me fascina. Par exemple, je me régale avec un de mes fils, grand musicien, excellent joueur de violon classique. Quand je l'écoute, j'éprouve même une agréable jalousie. J'aimerais aussi savoir jouer. Eu tenho até pouco de inveja gostosa dele, quer dizer, eu gostaria também de saber tocar. Quer dizer, afinal de contas, eu vivo intensamente. Je vis intensément la vie et mon quotidien. Minha cotidianeidade. Eu acho que Je crois qu'en dehors de cela, je n'aurais pas pu écrire La pédagogie de l'opprimé. Ce livre n'aurait pas pu être écrit par un esprit bureaucratisé. Je suis un homme en état permanent de recherche. La seule certitude que j'ai, c'est que je ne suis pas très sûr. Je ne suis certain que de mes incertitudes. Tout m'encourage à vivre, à me sentir à presque 70 ans, fort, vif, inquiet, disposé à apprendre, comme lorsque j'avais 25 ans. Disposto a aprender tal qual quando eu tinha 25 anos.